Je m'appelle Ouedraogo. Je suis le fils de la légendaire Yenenga et j'avais 25 ans quand j'ai été couronné premier roi de l'Empire Moro. Mais ce n'est pas mon nom que l'histoire a retenu. La princesse Yenenga est considérée pour le courage d'avoir voulu changer la société. Elle est aujourd'hui le symbole de notre histoire, le symbole de la lutte. C'était une grande guerrière. Elle était souvent en tête de combat. Elle s'est vue effectivement confier une armée assez jeune. Elle va être constitutive d'un nouveau royaume. La princesse Yenenga, je dirais que c'est la mère de notre nation. Je pense que tous Burkinabés connaissent cette histoire. La princesse Yenenga était une jeune femme qui a vécu entre le XIe et le XIIIe siècle. Certains vont jusqu'au XVe, puisque c'est assez difficile à dater à cette époque. Dans un pays qui correspond aujourd'hui au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Petite, elle allait à la chasse avec son père. Elle a été initiée comme ça. Ensuite, plus grande, elle a commencé à suivre les guerriers dans leurs incursions dans des territoires qu'ils cherchaient à conquérir. C'est elle qui dirigeait l'armée de son père, tellement elle était habile, non seulement à la chasse, mais aussi à la guerre. Ma fille, il n'est pas dans la nature des femmes de monter en cheval. Il le sait. Et pourrait en profiter. Tu as l'air décidé. Je te propose un marché. Quand le niveau de ta tête atteindra le dos du cheval, tu pourras apprendre à le monter. Toi, tu te formes à la patience. Et moi, à respecter une promesse faite à ma fille. Mon grand-père adorait ma mère. Il avait bien d'autres enfants, y compris des garçons, qui auraient pu être ses héritiers. Mais ma mère était sa première fille et de loin son enfant préféré. Il tint parole. Et ma mère a appris à devenir une cavalière hors pair. Ainsi commence le mythe fondateur de Yenenga et de la construction de l'Empire Moro. Alors, généralement, dans la notion de mythe fondateur, il y a une part de surnaturel ou de paranormal qui fait référence aux sciences naturelles. Et il y a aussi une difficulté, je dirais, à tracer les sources historiques. Donc, dans le cas déjà de Yenenga, on est, du point de vue des historiens, sur un flou, par exemple, autour de sa date de naissance. Donc, on va situer les faits entre le XIe et le XVe siècle, ce qui est une fourchette vraiment très large, une fourchette de 4 siècles. Et à partir, je dirais, de ce flou historique qui n'est pas daté, qui n'est pas réellement sourcé, eh bien, on va construire un récit qui va être transmis de génération en génération et qui va être ensuite institutionnalisé. Donc à travers effectivement, je dirais, un mythe fondateur qui fait que on va se référer à ce moment, à cet événement comme le point de départ de quelque chose, mais sans jamais réellement en trouver, je dirais, l'origine précise. Mon grand-père, Ndéga, était le souverain du royaume du Dagomba. C'était un roi puissant et qui gouvernait avec équité un territoire prospère. Lorsque ma mère démontra très tôt un intérêt et des aptitudes pour le combat, il fit abstraction de la tradition pour la former et faire d'elle une guerrière capable de prendre sa succession. Le royaume du Naba Ndéga, donc le père de la princesse Yenenga, se situe à l'époque au niveau du nord du Ghana actuel, entre le Xe, XIe siècle, à une période qui correspond grosso modo à l'effondrement des premiers royaumes et empires précoloniaux de cette région. Et au moment où se constituent dans cet espace les grands empires mandingues, donc le Songhai, un petit peu avant l'empire du Mali. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là.
mais sur un royaume qui est beaucoup plus petit, qui ne devait pas avoir, je dirais, plus de 50 à 60 000 personnes, qui réunissait principalement deux peuples, les Bagamba et les Mamproussi, et qui était, je dirais, au croisement justement de différentes interactions dans une période marquée par de fortes migrations de population. Donc on est vraiment dans des périodes, je dirais, de reconfiguration des espaces, et on est vraiment à l'écart des grands empires mandingues de l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est un peu une particularité. On est sur des royaumes de niche, sur des royaumes assez fermés, assez resserrés. Et c'est ça, je pense, qui en fait aussi la spécificité, le positionnement géographique sur les différentes routes de l'ouest à l'est, qui sont à la fois des routes de transhumance et en même temps des routes au cœur des trafics commerciaux autour notamment de l'or, des chevaux, et dans ce qui va apparaître également à partir du 9e, 10e siècle, et bien des captifs, notamment dans le cadre des razzias qui venaient du nord. Pour mon grand-père, le destin de ma mère était tracé. Pendant qu'elle s'initiait à la cavalerie, au tir à l'arc et aux autres maniements des armes, ses sœurs ne pratiquaient, elles, que des activités domestiques, traditionnellement réservées aux femmes. Mais ce qui se jouait à ce moment-là était bien plus qu'une évolution de nos coutumes. C'était un état d'esprit qui allait perdurer à travers le temps. Elle était la préférée de son père. Il semblerait qu'elle était l'aînée de son père. Et il ne voulait pas la marier. Enfin, très tôt, il l'a élevée comme un garçon. Donc, comme le fils qu'il aurait voulu avoir et qu'il n'a pas eu. Et donc, il lui a appris la chasse. Elle allait avec son père à la chasse. Ensuite, il en a fait un guerrier. Et comme c'était un royaume de conquérants, au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle a participé de plus en plus aux conquêtes militaires. Et elle s'est avérée sur le terrain quelqu'un de remarquable. Enfin, c'était une grande guerrière et elle était souvent en tête de combat, voilà, dans chaque fois qu'il y avait des batailles. Le roi Ndéga, il a été effectivement amené à constituer une armée de cavaliers, puisqu'on est dans une époque 10e, 11e, 12e siècle, qui est marquée par un certain nombre de conflits, et également par la nécessité d'avoir des captifs, de mener des guerres, à la fois des guerres de conquête et en même temps des guerres de défense. Et dans cet espace sahélien, constitué donc de savanes, de grands espaces, le cheval était effectivement un outil essentiel pour remporter les batailles. Donc avoir une armée de cavaliers, c'était s'assurer un ascendant sur des adversaires. C'était aussi très important d'avoir une armée de cavaliers pour le faste, parce qu'il y a aussi autour du cheval tout un cérémonial, tout un prestige, qui fait que savoir monter à cheval fait partie quelque part de l'éducation de la noblesse, des nobles, et que c'est en domptant le cheval que on montre aussi son courage en allant à la guerre, etc. Donc tous ces éléments-là, qui s'inscrivent dans une certaine culture militaire, dans une certaine culture de représentation du pouvoir politique, se développent dans des sociétés où les concepts, les notions de genre ne sont pas celles que l'on connaît forcément aujourd'hui. Et donc il y avait effectivement déjà des femmes et des hommes qui étaient rompus à l'exercice de la guerre. Le royaume était attaqué. Les Malinqués nous attaquent sur la frontière ouest. Il faut frapper fort. Il faut leur inspirer la peur. C'est la seule solution. Ma fille, tu es une guerrière exceptionnelle. Qu'est-ce qui pourrait les impressionner davantage qu'une femme qui fait plier le genou à leurs soldats? Ndéga, ça suffit. Laisse-nous. Ma mère, qui était sur le front, était ramenée à sa condition de femme lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions stratégiques et politiques, alors même qu'elle était la plus puissante des guerriers de l'armée de Ndéga. Elle décida de reprendre à nouveau son destin en main.
Yenenga, c'est déjà probablement son caractère. Donc je pense que la dimension un peu charismatique de cette femme est à souligner parce que ce sont aussi des contingences, des circonstances particulières qui font qu'on donne des responsabilités donc à une princesse, premièrement. Deuxièmement aussi, on est dans un cas où on n'est pas sur le modèle d'une princesse dont on veut faire la continuité dynastique à travers un rôle d'héritière. Donc on n'est pas dans le cas où il s'agit de confier la princesse Yenenga à un mariage dans lequel elle serait uniquement limitée à assurer la continuité du règne. Donc il y a, je dirais, de la part du roi Nedega, une certaine conception de la place que pouvait jouer sa fille justement dans la dimension militaire, politique du royaume. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et c'est quelque chose aussi, je pense, qui participe au mythe, c'est-à-dire que Yenenga n'est pas la fille de n'importe qui. Donc son père, en soi, a mis en place des conditions pour lui permettre effectivement d'être une guerrière. Elle a été très jeune habituée donc à participer, à assister au combat, et elle s'est vue effectivement confier une armée assez jeune. Et on sait que les circonstances dans lesquelles elle a quitté ensuite donc, le royaume d'Agamba s'inscrivent dans un contexte où son père va lui confier effectivement des hommes, des chevaux, des ovins et des bovins pour aller s'installer dans ce qui deviendra ensuite donc, le royaume aussi. Moi, ce qui me dérange toujours, c'est que quand il s'agit de femmes, on parle de légende, de mythe, alors que c'est une jeune femme qui a montré plusieurs aspects de sa personnalité. Elle était femme, mais aussi quand il a fallu défendre son pays ou quand il a fallu se battre les armes à la main pour faire ce qu'on attendait d'elle, elle l'a fait comme un homme l'aurait fait. Et ensuite, quand elle a voulu changer de vie aussi, elle l'a fait. Ça aurait été un homme, on n'aurait pas dit la légende de... alors je pense que là, c'est une espèce de licence poétique, entre guillemets, des gens qui ont écrit l'histoire. Mais dans la tradition populaire, c'est une fille qui a existé, qui a montré un chemin et qui n'est pas du tout une légende. Donc le mot me gêne un petit peu. Cela dit, elle n'est devenue célèbre parce que là, nous avons parlé de son ressenti à elle, de la façon toute personnelle de sa trajectoire. Mais cela dit, elle n'entrera dans la lumière que pour avoir enfanté un grand homme. Voilà. Comme son père s'y attendait, ma mère fut une brillante stratège et s'illustra dans de nombreuses batailles contre l'ennemi. Elle devint la première femme guerrière, meilleure que les hommes dans un domaine qui leur était pourtant réservé, loin de l'image d'être fragile dans laquelle les hommes du Dagomba voulaient enfermer les femmes. Elle se rend compte qu'elle est différente des autres, le chemin qu'on lui trace n'est pas celui traditionnel d'une jeune fille. Donc elle, puisque plus tard ça va la travailler, elle aurait peut-être voulu avoir une éducation de jeune femme, cuisiner, savoir comment on élève un enfant, et ensuite trouver un mari et avoir un foyer. Or, ce n'est pas ce qui a été décidé pour elle, donc elle obéit un peu à cet ordre royal, paternel, qui fait fi de ce que la société avait prévu pour elle, et elle reste docilement dans ce cadre jusqu'au jour où elle en aura marre, quoi. Après avoir remporté de nombreuses victoires sur les champs de bataille, ma mère commençait à s'émanciper et à nourrir de nouvelles ambitions, bien plus personnelles cette fois. Depuis quelques jours, mon fils ne voulait plus prendre de mon lait. Et j'ai craint pour sa vie. Aujourd'hui, il a recommencé à se nourrir. Il accepte de nouveau ce que je veux lui donner.
qu'il accepte de rester en vie. Ma fille, nous en avons déjà parlé. Aucun de tes prétendants n'est digne de toi. Tu ne comprends pas. Je veux plus de cette vie, ni de ton pouvoir. Je veux trouver ma propre destinée. Et dans cette destinée, il y a un enfant et une famille. Un enfant, une famille. Yeniga, la voie que tu as choisie est celle d'un homme. Et en tant que guerrière, tu es aujourd'hui faite pour prendre la vie, pas pour la donner. Je refuse que tu m'imposes tes choix. Yeniga, je suis ton père. Mais je suis aussi ton roi. Tu es devenu un général de mon armée. Tu as donc des devoirs envers moi. Cette princesse, elle va jouer le rôle qu'on attendait d'elle, mais un beau jour, elle va disparaître de son palais, du palais de son père. Donc, il y a deux versions sur cette disparition, deux principales tout au moins. L'une qui dit qu'elle en avait un petit peu marre de ce rôle qu'on voulait lui faire porter et qu'elle rêvait d'avoir un foyer, des enfants, un mari, et qu'un jour, elle a sauté sur son cheval et qu'elle est partie comme ça à l'aventure. Et d'autres, la deuxième version, c'est qu'il revenait, enfin au retour d'une incursion en pays boussensé, d'ailleurs, c'est un autre territoire, le cheval s'est emballé et aurait emporté sa maîtresse très loin, donc voilà. Et cette deuxième version est servie, est beaucoup plus complaisante parce que ça montre, on ne voulait pas montrer qu'elle était capable de résister à son père et de refuser la destinée que son père avait choisie pour elle. Donc la première version, celle où elle serait partie d'elle-même, ça veut dire que c'est un acte, c'est par sa propre volonté qu'elle a décidé de le faire. Donc c'est une rupture avec son environnement, sa société. Et la deuxième version, c'est pas de sa faute, c'est le cheval qui l'a emmené très loin.
Le chasseur d'éléphants que rencontra ma mère s'appelait Rialé. Il était du peuple Bissa, c'est-à-dire un malinqué, un homme du peuple ennemi. Il avait du sang royal et elle apprit bien plus tard que lui aussi avait fui les obligations que voulait lui imposer son père. Les premiers contacts furent difficiles car ils ne parlaient pas la même langue. Ma mère s'exprimait en moré, la langue de son pays, et Rialé parlait la langue Bissa. La trajectoire de la princesse Yenenga par rapport au royaume de son père, par rapport au Naba-Ndega, c'est déjà une rupture, puisque elle va déclencher une nouvelle dynastie, donc elle va être constitutive d'un nouveau royaume qui va être différent de celui de son père. Et donc le mythe que l'on connaît, donc elle est partie défendre le royaume de son père contre les Malinqués, son cheval qui l'emmène jusqu'à ce qu'elle rencontre Rialé, puis Ouedraogo qui naît. Donc ce mythe-là, il est en rupture précisément avec l'histoire donc du royaume d'Agamba. Donc on peut souligner d'une certaine manière que l'histoire de Yenenga va quelque part éteindre la connaissance que l'on avait du royaume de son père. Donc on s'inscrit, selon moi, vraiment dans une rupture assez intéressante parce qu'elle pose effectivement la question de cette femme qui était une guerrière et qui a pris, je dirais, des responsabilités militaires et qui, du fait de ces responsabilités militaires qui consistaient à défendre justement le royaume de son père, va quelque part amener ce royaume-là à se limiter du point de vue de son impact dans l'histoire. Yenenga, ma fille. Je vous salue, Votre Majesté. Je suis venu vous rendre hommage depuis mon pays pour vous rencontrer en tant que roi. Mais aussi en tant que grand-père. Petit-fils. Petit-fils. De cette union avec Rialé allait naître un garçon, Ouedraogo,
Ouedraogo, qu'on appelle ainsi, pour dire cheval fougueux, en souvenir de cette monture qu'il avait conduite jusqu'à l'amour de sa vie, soyons romantiques. Et donc, elle va élever son fils, mais dans la tradition, à partir de la 10e année, le fils d'une femme doit être élevé, surtout dans les familles nobles, dans sa famille paternelle, dans la famille de son père. Donc, quand l'enfant a eu 10 ans, elle l'a envoyé à la cour de Gambaga, du vieux Nédéga. Et là, il a appris donc, que non seulement sa fille était en vie, mais qu'il avait un petit-fils, il était fou de joie, il l'a accueilli avec effusion. Et il a envoyé une ambassade, demander à sa fille de revenir, qu'il lui pardonnait, et voilà. Et à ce moment-là, elle est repartie avec son mari pour le présenter à son père, et elle est restée quelques mois à la cour de Gambaga, à la cour de son père, pardon. Mais après, elle a voulu reprendre sa destinée de femme, elle ne voulait pas, parce que c'est une vie d'honneur qui l'attendait, le retour de la princesse et tout, mais elle voulait retrouver la tranquillité et cette espèce de sérénité qu'elle avait trouvée auprès de son époux. Et je pense qu'après une vie un peu tumultueuse de femme de guerre, on sentait que c'était important pour elle de retrouver cette vie un peu tranquille. Donc elle est repartie dans la forêt de Bitou, donc c'est le nom de la petite région où elle était. Et son fils est resté dans la cour de son grand-père, qu'il a élevé en chef de guerre, un grand conquérant, et ensuite il va accomplir une autre destinée. Moi, Ouedraogo, le cheval fou, je suis le fruit de cette union entre deux peuples qui, jusque-là, étaient ennemis. Mes parents s'aimaient d'un amour véritable. Ensemble, ils allaient mener bien des combats, comme parents, comme guerriers, comme souverains. Ils avaient conscience du rôle que je jouerais dans l'histoire, celui d'unifier, celui de devenir le premier Moro Naba d'un empire que j'allais contribuer à fonder et à faire grandir, l'empire Mossi. Un Moro Naba, donc le Naba, c'est le titre de chef. Donc un Moro Naba, c'est le chef du monde, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une conception du pouvoir coutumier, également du pouvoir politique. Et donc le Moro Naba va être le chef constitué au niveau donc, des différents empires et royaumes qui vont se constituer entre le XIIe, XIIIe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle avec la colonisation, dans ce qui correspond grosso modo à l'actuel Burkina Faso. Donc dans cet espace-là, en fait, plusieurs royaumes vont se constituer, le Yatanga, le Ouagadougou, etc. Ces royaumes vont se fédérer autour d'une figure centralisatrice qui va prendre effectivement le nom de Moro Naba et qui va constituer donc, à partir donc, de Ouedraogo, donc le fils donc, de la princesse Inanga, le début d'une dynastie qui se poursuit jusqu'à nos jours avec effectivement donc des règles de succession, des rites d'intronisation et donc du coup des questions de légitimité qui inscrivent en fait cet empire dans une dynastie. Donc le Moro Naba, c'est vraiment la figure tutélaire du pouvoir traditionnel Mossi, qui a une dimension politique, qui a une dimension militaire et qui est quelque part le fil conducteur de l'histoire de ce peuple. Et qui permet aussi d'être le garant de l'histoire du royaume Mossi, puisqu'on est aussi dans des traditions où, encore une fois, une grande partie de l'histoire est de tradition orale, l'histoire est orale, et donc c'est à travers les Moro Naba notamment que les griots vont constituer en fait l'histoire du peuple Mossi. Donc le Moro Naba, c'est un peu la figure qui est chargée, je dirais, de réguler le pouvoir dans tout cet espace-là. Et c'est donc auprès, par exemple, du Moro Naba que les chefs subalternes vont se faire introniser. Et donc il est quelque part là pour à la fois incarner la continuité du pouvoir, déléguer également ce pouvoir et introniser ou trancher les conflits de légitimité ou de succession qui sont au niveau, on va dire, des territoires vassalisés. Donc du coup, la légitimité même du Moro Naba est quelque chose qui est très important et qui est du coup aujourd'hui institutionnalisé quelque part dans le Burkina Faso actuel.
qu'aux années 1896, donc la colonisation française, le Moro-Naba de l'époque est déposé. Il est remplacé par un Moro-Naba, on va dire, de substitution. Et à partir de ce moment-là, le rôle, quelque part, des chefs traditionnels dans toute l'Afrique change un peu. Ils vont être quelque part liés soit au pouvoir colonial, soit au symbole d'une résistance à la colonisation. Donc, lorsque l'État se met en place, l'État post-colonial, donc le Burkina Faso, donc d'abord la Haute-Volta en 1960 se met en place, il y a une volonté du pouvoir central de réduire justement le pouvoir des autorités traditionnelles. Or, dans le cas du Moro-Naba, il est vraiment la figure tutélaire du peuple Mossi qui est quand même centrale, y compris du point de vue géographique et y compris du point de vue démographique, puisqu'il représente plus de la moitié de la population dans la constitution sociale et historique du peuple voltaïque et burkinabé. Et donc, il est très difficile de le contourner. Donc, il aura quand même un rôle, je dirais, de garant moral, d'autorité morale et spirituelle. La dimension protocolaire est présente, c'est-à-dire qu'il fait partie du protocole d'État. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a conservé le protocole du Moro-Naba depuis l'époque originelle, avec notamment cette cérémonie où il quitte son royaume et il revient. Donc il y a tout un jeu qui est fait autour justement de l'autorité et dans le contexte également de son décès, de sa succession, puisqu'il règne à vie. Il y a également tout un ensemble de rites qui est mis en place, qui fait que on est dans un Burkina Faso qui est une république avec un chef d'État, mais il y a quand même cette tradition, on ne va pas dire à la reine d'Angleterre, mais cette tradition monarchique qui est quand même présente à travers la figure du Moro-Naba. Le royaume de Ndéga, c'était un petit royaume, comme il y en avait beaucoup dans la région. Et la différence, c'est que Ouédraogo, donc son petit-fils, a décidé à un moment, à l'âge adulte, de quitter la cour de son grand-père parce qu'il n'y avait plus assez d'espace. Il y avait une forte démographie qui commençait à cette époque et les familles n'arrivaient plus à donner suffisamment de terre à tous leurs fils. Donc, il a eu l'idée de proposer à des jeunes gens de son âge, avec qui il allait à la chasse, avec qui il a grandi, si nous partions ailleurs, nous allons créer notre propre environnement, notre propre territoire, et à ce moment-là, chacun d'entre vous aura sa terre. Ce qui fait qu'il a convaincu son grand-père qu'il a doté d'une armée, de troupeaux, d'or, de beaucoup de choses. Et il a décidé de partir comme ça avec ces pionniers, puisque c'était un groupe de pionniers. Et ils sont allés s'installer dans une autre région, pas loin d'où se trouvait, pas loin de l'endroit où se trouvait son père, où il était né. Et là, à partir de ce noyau, ils ont commencé, parce que c'était des guerriers, ils ont commencé à conquérir des espaces de plus en plus vastes autour de cette région. Donc la différence, c'est que Ndéga avait son petit royaume et que Ouédraogo, lui, il va créer un empire parce qu'il va adjoindre à son territoire de départ de plus en plus de territoires importants, donc des zones agricoles, des zones minières. Il y aura beaucoup de mélange, de métissage entre ces pionniers venus donc de Gambaga et les populations locales qu'ils vont rencontrer. Et donc, de ces métissages-là vont naître le peuple Mossi. Donc, c'est comme ça qu'on explique la création de ce territoire et de cette société qui était très forte, qui était féodale et qui a été très solide jusqu'à l'arrivée de la colonisation française. De conquête en conquête, j'ai à mon tour fait prospérer l'héritage de mon grand-père et de ma mère. J'ai fédéré les peuples autour de mon statut de Moro-Naba. Cette princesse est devenue célèbre parce qu'elle a donné naissance à un fils qui est devenu un grand bâtisseur d'empire et un meneur d'hommes. Sinon, avant, il y a sa propre histoire qui était connue dans sa région. Alors, sa représentation, elle est connue au Burkina Faso, forcément partout. Gambaga, donc côté ghanéen,
mais elle n'est pas si connue que ça dans les autres aires culturelles ou géographiques. Donc c'est vraiment symbole de la société burkinabé. Par contre, son impact est resté très très fort. Aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso, vous allez sur un marché, tous les artisans vous montreront des peintures de la jeune fille sur son cheval, avec sa lance, ou bien les artisans, parce qu'ils font beaucoup de bronze, il y a à foison. Donc c'est pour dire que dans l'imaginaire collectif et populaire, elle occupe une grande place et que c'est devenu un peu leur carte d'identité, même pour des touristes à l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'on apprend l'histoire de Nyenega, et puis dans les écoles aussi. Mais autrement, elle n'est pas connue à l'extérieur, hein, sauf quand il y a des Burkinabés, une communauté burkinabé quelque part, donc forcément, ils en parlent. C'est assez difficile de parler d'empire moro avant la naissance de Ouédraogo. Tout simplement parce que dans le contexte du personnage de Ouédraogo, ça va être vraiment le début de la constitution de 4 premiers royaumes qui vont être liés les uns aux autres par des traditions de sang, de filiation et donc de généalogie. Et ces 4 premiers royaumes vont quelque part constituer le début d'un empire. On est vraiment sur des logiques de fédération, confédération, dans des espaces qui sont assez autonomes les uns les autres, et pour lesquels on va voir apparaître en fait une centralisation du pouvoir. Donc je pense que c'est assez difficile de parler d'un empire moro avant le mythe fondateur. Et d'autre part, pourquoi Ouédraogo n'est pas quelque part le point de départ de ce mythe fondateur-là, et c'est plutôt Yenenga qui l'est. Je pense que c'est en partie lié, je dirais, aux dimensions, de la constitution de la rupture imposée par Yenenga, du mythe de la naissance de Ouédraogo, donc la rencontre avec Rialé, tous ces éléments-là, et aussi du fait qu'il est important, je pense, d'avoir cette figure femme, d'avoir cet élément de mère fondatrice dans le cadre de sociétés qui ont un lien avec tout ce qui relève de la matrilinéarité, dans le contexte de la société Mossi. De la princesse Yenenga ou de son épopée, je dirais que c'est la mère de notre nation. Je pense que tout Burkinabé connaissent cette histoire. Elle est d'origine ghanéenne et qu'elle est venue sur un territoire parce que, évidemment, elle voulait un époux que son père ne voulait pas trop. Et voilà, elle rencontre un monsieur sur ce territoire-là. Et voilà, ils ont un enfant qui s'appelle Ouédraogo, qui est évidemment le nom du cheval qu'il a amené vers son époux. Je pense que tout Burkinabé connaît cette histoire et elle est aujourd'hui le symbole de notre histoire, le symbole de la lutte aussi de notre patrie. Et aujourd'hui, elle représente vraiment la femme battante. Et je pense que toute petite Burkinabé la regarderait comme une icône et comprendra que ce pays aussi... j'ai l'habitude de dire que ce pays a été bâti par les femmes. Et deux fois, il y a des grincements, mais c'est ce qui est. Hein. Après, maintenant, quand on regarde un peu notre histoire, le développement de notre histoire, après, qu'est-ce que ce pays a compté pour justement ces femmes qui étaient peut-être dans l'ombre, mais qui faisaient de grandes choses. Voilà ce que la princesse Yenenga nous donne en tant que Burkinabé. Je ne sais pas si elle-même est considérée comme le mythe fondateur. Parce qu'en fait... à la limite, c'est Ouédraogo qui est le fondateur de la dynastie et de l'empire. Elle est considérée pour le courage d'avoir voulu changer la société. C'est-à-dire que c'est une femme qui s'est créée en parallèle d'un grand destin. Voilà. C'est surtout pour ça qu'elle est mise en avant, qu'elle est respectée et qu'elle est honorée. Mais on ne dit pas que l'Empire Mossi n'aurait pas existé. Les gens ne l'utilisent pas comme ça, sans Yenenga. On dit, parce qu'il y a Rialé aussi, quoi, il y a le père aussi. C'est-à-dire Ouédraogo est associé au mythe fondateur, enfin même pas, à la fondation de l'Empire Mossi. Et Yenenga est prise en tant que femme et comment elle a réussi à transformer son destin de femme par rapport à ce qui était attendu d'elle et par rapport à ce qui avait été décidé pour elle. Par la volonté de ma mère et avec la bénédiction de mon grand-père,
je devins le premier roi d'un nouveau royaume, l'Empire Moro. Pondokogo fut ma capitale, mais au fil des générations, mes successeurs préfèrent la déplacer à Ouagadougou. Moi, l'empereur des Mossi, j'avais sous mon autorité des centaines de villages qui avaient chacun leur chef, leur Naba. J'étais le Moro Naba.